L'histoire que je m'apprête à vous raconter est si horrible qu'elle a choqué à tout jamais la Corée du Sud. Et pourtant, elle est quasi inconnue en France. L'histoire d'un gang de meurtriers déterminés à tuer tous les riches qui croisent leur chemin, ils sont prêts à tout, même à manger de la chair humaine. Bienvenue dans l'histoire du gang Shijeon. En 1993, en Corée du Sud, 7 jeunes hommes vont s'unir pour former un gang, le gang Shijeon. Ils sont tous les 7 très jeunes, très pauvres et sont déjà lassés de devoir exercer des métiers physiques et très difficiles. Ils sont persuadés que travailler ne les rendra jamais riches et qu'ils vont devoir se tuer à la tâche toute leur vie pour un salaire misérable. Et par-dessus tout, ils détestent les riches, ceux qui dépensent leur argent dans des futilités tout en méprisant les pauvres. Ces 7 garçons décident alors de donner un objectif clair à leur gang, tuer les riches, les dépouiller et vivre avec leur argent. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas réuni 1 milliard de won, soit l'équivalent de 1,5 million d'euros aujourd'hui. Et pour atteindre cet objectif, ils mettent en place des règles strictes qui deviennent leur véritable credo. Règle numéro 1, on déteste les riches. Règle numéro 2, on tue jusqu'à obtenir 1 milliard de won. Règle numéro 3, les traîtres seront éliminés. Et la règle numéro 4, aucune femme n'est digne de confiance, pas même notre mère. Alors la dernière règle peut vous sembler bizarre, mais elle est en partie due au fait que plusieurs de ces hommes ont été abandonnés très jeunes par leur mère. On est donc en 1993 et le clan Shijeon est maintenant soudé. Sauf que derrière leurs idées politiques, tous les membres du groupe sont encore très jeunes et aucun d'entre eux n'a encore jamais commis de crime. La première étape de leur plan va donc être de choisir une victime pour faire leur premier pas avant de s'attaquer à du très lourd. Le 18 juillet 1993, en fin de journée, presque tous les membres du groupe sont réunis et traînent dehors. Et par hasard, ils croisent la route d'une jeune femme de 23 ans qui rentre seule chez elle. Pour eux, c'est l'opportunité parfaite. Ils se jettent sur elle, l'attrapent, la frappent et l'emmènent dans un coin plus reculé. Et là-bas, tous les membres du gang l'agressent sexuellement, chacun leur tour. C'est épouvantable. Mais surtout, leur victime ne correspond pas du tout au credo qu'ils viennent de mettre en place. Cette fille a 23 ans, elle habite leur quartier, c'est la fille d'un paysan et elle n'est pas plus riche qu'eux. Et s'ils s'en sont pris à elle, c'est pour s'entraîner à devenir des monstres sanguinaires. Et une fois que leurs méfaits sont accomplis, il n'est pas question de la laisser retourner chez elle. Elle a vu leur visage et elle risquerait d'appeler la police. Ils ne voient qu'une seule solution pour s'en tirer, il faut la tuer. À ce moment-là, ils sont plusieurs autour d'elle à la retenir de force. Mais aucun d'entre eux n'ose la tuer. Personne ne sait comment s'y prendre et ils décident alors d'appeler leur chef, Kim Gi-wan, qui est le seul membre du clan qui n'est pas là. Au téléphone, ils lui racontent ce qu'ils ont fait. Et Kim Gi-wan décide de les rejoindre au plus vite. Quand il arrive, il agresse lui aussi la jeune fille. Puis, il demande aux membres du gang de se disposer tout autour de lui en cercle. Il pose ses mains sur le cou de la jeune fille, totalement paniquée, et il dit à ses amis « Regardez, c'est comme ça qu'on tue quelqu'un ». Et il commence à l'étrangler pendant de très longues secondes jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se débarrasser de son corps. Il est 23h, la nuit est tombée, et le gang Shijeon vient de faire sa toute première victime. Mais dans les jours qui suivent, les choses vont directement déraper. Le plus jeune membre du groupe, Song Bong-eun, qui n'a que 18 ans, commence à avoir des remords. Il n'arrive pas à se remettre des atrocités qu'il vient de commettre. Il est rongé par la culpabilité et il comprend qu'il n'a pas l'étoffe d'un criminel. Il veut tout arrêter. Alors une nuit, il décide de s'enfuir en emportant avec lui une partie de l'argent du gang. Sauf que rappelez-vous la troisième règle de leur credo. Les traîtres seront éliminés. Alors au petit matin, quand le clan découvre que Song Bong-eun a disparu, les autres membres du groupe sont furieux et ils décident de lui tendre un piège. Ils arrivent à le contacter par téléphone et expliquent qu'ils comprennent totalement ses réactions. Ils lui disent qu'il est jeune, il a 18 ans et c'est tout à fait normal qu'il panique. Et ils lui en veulent pas, après tout le gang Shijeon c'est une famille, et ils lui proposent même d'aller en parler autour d'un bon repas. Ils invitent donc Song Bong-eun à dîner. Mais malheureusement pour lui, il n'aurait jamais dû se rendre à ce rendez-vous. Après avoir mangé ensemble, ils trouvent un coin reculé pour finir la soirée. Et une fois à l'abri des regards, ils le frappent avec une pioche jusqu'à ce qu'il perde la vie. Puis, ils l'enterrent dans la forêt. Song Bong-eun, qui faisait partie du gang il y a encore quelques heures, est maintenant leur deuxième victime.
le traître a été puni. À partir de ce jour-là, les 6 membres du groupe sont liés à vie. Il n'est plus possible de faire marche arrière, ils ont commis 2 meurtres, ils sont tous complices et le sort réservé aux traîtres est maintenant connu de tous. Et personne n'osera plus jamais quitter la famille. Et c'est à partir de cet instant précis que le gang Shijun est prêt à véritablement entrer en action. Attendez, je fais une petite pause, faut que je boive un petit peu. En ce moment, j'aime bien boire cette boisson parce qu'elle m'aide à rester concentré pendant tous mes tournages. Et c'est une marque qui m'a permis d'arrêter les boissons énergisantes parce que je vous avoue qu'avant, j'en buvais beaucoup trop. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de goûts différents, toujours des goûts fruités hyper frais, je trouve ça vraiment bon. Et mes 2 goûts préférés, c'est pomme et pastèque. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'alternative dont je vous parle, c'est bien évidemment Oli les amis. Et si comme moi, vous voulez boire moins de boissons traditionnelles, vous pouvez utiliser mon code Antion10. Comme ça, vous aurez une réduction sur le starter set de luxe qui contient tous les goûts disponibles chez Oli. Comme ça, vous pouvez tout goûter. Et sinon, vous avez juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien dans ma bio. Allez, retour à notre histoire. À quelques kilomètres de là, Lee Yo-jin est une jeune femme de 27 ans qui mène une vie très simple. Elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant traditionnel pour gagner un peu d'argent. Elle a du mal à joindre les 2 bouts. Et un soir, après son service, Lee Yo-jin monte dans la voiture de son petit copain pour rejoindre d'autres amis qui se trouvent dans la ville d'à côté. Elle ne le sait pas encore, mais cette décision va changer sa vie à tout jamais. Alors qu'il roule à pleine vitesse sur une route déserte depuis de longues minutes, son copain remarque qu'une voiture est arrêtée au milieu de la route, droit devant eux. Il freine d'un coup sec et l'évite de justesse. Le freinage est si puissant que Lee Yo-jin se cogne la tête contre la boîte à gants. Elle est presque sonnée, elle relève la tête et réalise qu'un groupe d'hommes est en train de se jeter sur leur voiture. Vous l'avez compris, il s'agit du gang Shijun. Ils brisent les vitres de la voiture, lancent du gaz lacrymogène et s'en prennent à Lee Yo-jin et son petit ami. Elle est frappée à plusieurs reprises et lui reçoit même un coup de couteau. Puis les membres du gang les ligotent et les jettent dans le coffre de leur voiture. Au vu de la violence de l'agression qu'elle vient de subir, Lee Yo-jin comprend qu'elle est en train de vivre ses derniers instants. À tout moment, elle s'attend à recevoir le coup de grâce. Je vous laisse imaginer la terreur qu'elle doit ressentir à ce moment-là, kidnappée et ligotée dans le coffre d'une voiture aux côtés de son copain, alors qu'elle pensait passer une soirée tout à fait normale il y a encore quelques minutes. Attachée et bâillonnée dans le coffre de la voiture, elle sent que ses malfaiteurs roulent pendant un long moment. Et elle se demande où est-ce qu'ils l'amènent. Et après de longues minutes, la voiture s'arrête enfin et le gang sort Lee Yo-jin du coffre. Elle se retrouve face à une modeste maison colorée en pleine campagne. Cette maison rose et bleu ciel, c'est le quartier général du gang Shijun, leur planque, qu'ils viennent de faire construire. Et sous la maison, ils ont fait aménager un sous-sol. On y accède par une trappe cachée sous une voiture dans le garage. Et ce sous-sol est une véritable prison avec des cellules et des barreaux en fer. Dans une cellule, ils enferment Lee Yo-jin et son copain dans une autre. Et à partir de ce moment-là, elle n'aura plus aucune nouvelle de lui. Elle reste seule, plongée dans le noir pendant des heures. Elle est terrifiée et elle se demande ce qu'ils lui veulent et ce qu'ils s'apprêtent à lui faire. Et plus tard dans la soirée, les membres du gang reviennent. Ils la menacent avec un couteau et lui disent « Si tu nous donnes 30 millions de won, tu auras la vie sauve. » Mais comme je vous l'ai dit, Lee Yo-jin est une serveuse et son petit ami, il est musicien. Alors ni l'un ni l'autre ne possède une telle somme d'argent. Et leurs parents non plus. C'est là que leurs malfaiteurs commencent à comprendre qu'ils ont fait une grave erreur. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un couple riche parce qu'ils roulaient dans une Hyundai Grandeur, une plutôt belle voiture pour l'époque. Et ce qu'ils savaient pas, c'est que son petit ami a réussi à l'acheter d'occasion pour un prix raisonnable et qu'il est absolument pas riche. Le clan Shijun comprend alors qu'ils n'obtiendront pas d'argent de ce kidnapping et ils s'isolent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'eux. Lee Yo-jin est persuadée que le gang n'a pas l'intention de la laisser partir en vie, alors elle s'attend au pire. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui l'attendait vraiment. Les jours défilent et Lee Yo-jin reste enfermé dans sa cellule, sans pouvoir communiquer avec son copain. Et après plusieurs jours de captivité, Kim Yong-yang, un des plus jeunes membres du gang, a une idée. Il se dit qu'il serait très utile pour eux d'avoir une femme dans leur groupe, parce que ça pourrait les aider à piéger d'autres victimes. Elle pourrait séduire des hommes riches et eux arriveraient ensuite pour les tuer. Mais tous les autres membres du gang s'opposent à cette idée. Vous vous rappelez la 4e règle de leur gang ? Aucune femme n'est digne de confiance, pas même notre mère. Les autres membres du gang, eux, veulent tuer Lee Yo-jin au plus vite. La laisser en vie est trop dangereux, et surtout, c'est contraire à leurs règles. Mais petit à petit, Kim Yong-yang va continuer d'insister. Il ressent une véritable attirance envers elle. Il veut à tout prix la garder en vie. Il est convaincu qu'elle leur sera utile. Et pour convaincre le reste du groupe qu'elle va être très fidèle au clan, il va avoir une idée terrible.
Il veut qu'elle tue son petit ami. Alors en pleine nuit, alors qu'elle dormait sur le sol froid de sa cage, Kim Young-yang amène de force Lee Yo-jin dans une autre cellule. Vous l'avez compris, c'est la cellule où se trouve son copain. Et elle le découvre dans un sale état. Pour le garder amorphe et inconscient, les membres du gang l'ont forcé à boire des litres et des litres d'alcool. Et je vous rappelle qu'il a aussi reçu un coup de couteau au moment de leur kidnapping. Il est donc blessé, ivre et inconscient sur le sol. Lee Yo-jin est sous le choc et Kim Young-yang lui tend un sac poubelle. Il lui ordonne de le placer sur la tête de son petit ami pour l'étouffer, ou il la tue. C'est terrible. Lee Yo-jin ne peut pas, elle dit qu'elle en a pas la force, mais Kim Young-yang la menace encore. Il lui dit que c'est sa seule chance de rester en vie. Sauf que malgré ses menaces de mort, Lee Yo-jin n'en est vraiment pas capable. Elle est dans un état de choc terrible. Alors vous pensez qu'il va peut-être laisser tomber et la laisser rentrer dans sa cellule ? Non, pas du tout. Alors que Lee Yo-jin est tétanisé, Kim Young-yang place lui-même le sac poubelle sur la tête de son petit ami. Puis il prend ses mains et l'oblige à maintenir le sac autour de sa tête. Petit à petit, Lee Yo-jin sent son ami qui suffoque. Elle veut arrêter, mais Kim Young-yang lui bloque les mains pour la forcer à continuer. Et après des secondes qui semblent durer des heures, son petit ami finit par mourir. Et Lee Yo-jin est en état de choc. Je crois que j'ai jamais raconté une histoire aussi horrible, et pourtant on en a raconté beaucoup. C'est terrible. Et maintenant que le gang a tué le petit ami de Lee Yo-jin, il faut qu'il se débarrasse de son corps, sans éveiller les soupçons. Il décide alors de faire croire à un accident de la route. En pleine nuit, les membres du gang s'emparent de son corps, ils le placent au volant de sa voiture, l'attachent et la poussent dans une pente. La voiture la dévale à toute vitesse, et elle s'écrase ensuite dans un ravin. Au petit matin, la police tombe sur la voiture et le corps du petit ami décédé. Mais vu que le gang l'avait forcé à boire, les analyses détectent une énorme quantité d'alcool dans son sang. Et les policiers sont persuadés qu'il était en train de conduire en état d'ébriété et qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, ce qui a causé sa mort. Et aucune enquête approfondie ne sera lancée. Lee Yo-jin est toujours retenue captive dans la cave du gang. Et pour être sûr qu'elle ne tente pas de s'enfuir, les membres du clan lui disent que c'est elle qui est responsable de la mort de son petit ami. Alors d'après la loi, c'est devenu une criminelle. Et si jamais elle va voir la police, elle sera arrêtée et finira ses jours en prison. Alors ils lui disent que sa seule chance de rester en vie et d'éviter la prison, c'est de faire partie du gang, à tout jamais. Bon, le clan Shijun pense avoir réussi à la manipuler. Le problème, c'est qu'avec ce kidnapping, ils n'ont pas gagné d'argent. Il faut alors qu'ils se mettent en quête de nouvelles victimes. Quelques jours plus tard, tout le gang, y compris Lee Yo-jin, prennent la voiture en direction d'un cimetière, au sud de Séoul. À ce moment-là, Lee Yo-jin pense que si on l'amène ici, c'est pour la tuer. Sauf qu'elle se trompe. Une fois arrivé au cimetière, le clan remarque une belle voiture de luxe garée sur le parking. Ils se disent que ses propriétaires sont sûrement dans le cimetière en ce moment même, alors tout le monde descend et se met à leur recherche. Et très vite, ils tombent sur un homme et une femme d'une 50aine d'années en train de nettoyer une tombe. Kim Young-yang va les voir et leur demande si la voiture de luxe leur appartient. Le couple ne comprend pas trop, mais ils répondent que oui, c'est bien leur voiture. Et il n'en faut pas plus pour que tous les membres du gang leur sautent dessus, les plaquent au sol et les ligotent. Lee Yo-jin est choquée, elle reste en retrait, et le couple riche est ensuite placé dans le coffre de la voiture du gang et sont amenés jusqu'à leur planque. Comme avec Lee Yo-jin, le gang menace ses nouvelles victimes en leur disant que leur seul moyen de rester en vie est de leur donner de l'argent. Sauf que cette fois-ci, il leur demande 100 millions de won. C'est l'équivalent d'environ 150 000 € aujourd'hui. C'est énorme. Sauf qu'encore une fois, leur proie n'est pas la bonne. Le couple explique qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors ok, ils ont une jolie voiture, mais ils n'ont pas cette somme d'argent sur leur compte en banque. Mais le gang Shijun ne veut rien savoir, c'est l'argent ou la mort. Et sous la menace, l'homme de 50 ans dit qu'il est chef d'une petite entreprise et qu'il peut peut-être essayer de trouver de l'argent. Et heureusement pour lui, il va y arriver. Il appelle un de ses employés en disant qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a besoin d'une grosse somme d'argent en liquide pour payer les réparations au plus vite. L'employé lui dit qu'il peut retirer la totalité des économies de l'entreprise, soit 80 millions de won, et qu'il peut les avoir dès le lendemain. Bon, c'est pas les 100 millions de prévus, mais le gang Shijun comprend qu'ils n'arriveront pas à obtenir plus d'argent. Alors ils organisent un rendez-vous pour que l'employé amène la rançon sans qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Et le lendemain, ils obtiennent donc leur première rançon, 80 millions de won, en liquide. Donc ils vont pouvoir libérer le couple de cinquantenaires. C'est déjà bien, non ? Eh bien vous allez voir ce qui va vraiment se passer.
Après avoir récupéré l'argent, il force le couple à boire de l'alcool. Encore une fois, énormément d'alcool, jusqu'à ce qu'ils soient complètement saouls et qu'ils s'endorment, inconscients. Puis, Kim Young-yang va chercher un fusil et il traîne de force Lee Ho-jin jusqu'à la cellule du couple. Il lui met le fusil dans les mains et il lui dit « Tue-les ». Évidemment, Lee Ho-jin ne veut pas, elle n'est pas capable de tuer d'autres personnes. Alors, comme avec son petit copain, Kim Young-yang va la forcer. Il place le doigt de Lee Ho-jin sur la détente et la force à appuyer dessus. Le couple a perdu la vie. Et encore une fois, Lee Ho-jin a été obligé de tuer des innocents. C'est terrible. Et cette fois-ci, pour se débarrasser des cadavres, les membres du clan décident d'utiliser un incinérateur, une sorte de cheminée en métal qu'ils ont fait construire dans le sous-sol de la maison, à côté des cellules. Mais c'est là qu'il va se passer quelque chose d'encore plus horrible. Juste avant de glisser les corps à l'intérieur de l'incinérateur, Kim Young-yang découpe le foie d'une de ses victimes, le prend dans sa main et le présente aux membres du gang tour à tour. Et il leur dit « Je ne veux plus être un humain, je veux devenir un démon ». Et là, il croque une partie du foie à pleines dents. Ensuite, il le tend aux autres membres du groupe, qui chacun leur tour vont faire pareil. Puis c'est au tour de Lee Ho-jin. Et vous l'imaginez bien, les membres du gang vont l'obliger à faire comme eux. Elle va donc, elle aussi, manger un bout du foie de leur victime. Les jours défilent et Lee Ho-jin a abandonné toute idée de s'échapper. Elle est maintenant complètement soumise au gang et n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous kiffez les histoires d'horreur. Eh bien ça tombe bien parce qu'avec Thibaut, on a écrit un roman d'horreur qui s'appelle Les Disparus de Saint-Joseph, dans lequel les personnages, c'est Thibaut et moi, et on mène une enquête de fou pour résoudre une histoire de disparition, parce que dans ce village, Saint-Joseph, il y a 8 fillettes qui ont disparu, les unes après les autres. Et on va finir par trouver le coupable. Si vous avez envie de vous procurer le livre, je vous ai mis un petit lien en description, et sinon, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Le lendemain, Lee Ho-jin se retrouve seul dans la maison avec Kim Young-yang. Il s'approche d'elle et lui parle à l'oreille. « Si je n'avais pas ma famille, je m'enfuirais avec toi. J'aimerais partir mais je peux pas, sinon ma famille va mourir. » En gros, il lui avoue ses sentiments. Il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle et que c'est pour ça qu'il l'a pas tuée. Lee Ho-jin ne dit pas un mot, elle est terrifiée par son comportement et alors qu'elle vient d'en faire depuis 7 jours, la chance va enfin lui sourire. Quelques heures plus tard, une petite explosion retentit dans la planque du clan. Kim Young-yang était en train de manipuler des bâtons de dynamite et il s'est blessé à la main et aux pieds. Il saigne, mais ses jours ne sont pas en danger. Par contre, il doit quand même se rendre à l'hôpital au plus vite. Alors il demande à Lee Ho-jin de se rendre dans la pièce où le gang cache son argent et il lui dit de prendre un portefeuille avec 500 000 won. C'est l'équivalent d'environ 785 €. Puis, il demande à Lee Ho-jin de l'accompagner à l'hôpital. Ils prennent alors une voiture et partent en direction de l'hôpital. Une fois arrivés là-bas, Kim Young-yang et Lee Ho-jin se retrouvent seuls dans la salle d'attente. C'est la première fois que Lee Ho-jin se retrouve dans un endroit public depuis son kidnapping, mais personne ne semble faire attention à elle. Mais là, un médecin arrive pour chercher Kim Young-yang, pour lui faire des examens. Il se lève, et Lee Ho-jin aussi, pour le suivre. Sauf qu'il lui glisse à l'oreille « Fuis ». Il lui tend le portefeuille qui contient les 500 000 won et s'avance dans la salle d'auscultation. Lee Ho-jin est tétanisée, elle sait pas s'il est sérieux ou non, et Kim Young-yang lui sourit une dernière fois et ferme la porte. Immédiatement, Lee Ho-jin saisit sa chance. Elle se met en direction de la sortie de l'hôpital et elle marche lentement pour pas non plus attirer l'attention. Elle fait un pas, puis l'autre, et elle est tellement proche de s'en sortir qu'elle y croit pas. Elle pense que c'est un piège et que les autres membres du gang l'attendent à la sortie de l'hôpital. Alors elle passe la porte, mais il n'y a personne. Elle est libre. Alors elle va courir jusqu'au commissariat de police et elle raconte tout ce qu'elle a vécu. Son kidnapping, la mort de son petit ami qui a été déguisé en accident de voiture, le fait qu'elle a été forcée à tuer des victimes et même à manger de la chair humaine. Et quand son récit se termine enfin, les policiers sont choqués. Le problème, c'est que son histoire est tellement folle qu'ils la croient pas. Ils pensent que Lee Ho-jin est une toxicomane qui raconte n'importe quoi. Sauf qu'heureusement, elle insiste et elle les supplie de vérifier ce qu'elle raconte. Alors ils vont appeler le commissariat de la ville de Jiangsu pour savoir si l'accident de voiture dont parle Lee Ho-jin a vraiment eu lieu. Et lorsque le commissariat le confirme, ils comprennent enfin qu'elle a dit la vérité. La séquestration de Lee Ho-jin prend fin après 8 jours de captivité.
Une fois qu'ils réalisent l'existence d'un gang de jeunes hommes sanguinaires, les policiers veulent se rendre immédiatement dans leur planque pour les arrêter avant qu'ils fassent d'autres victimes. Sauf qu'à cette époque, la police de Séoul est en extrême sous-effectif et ce jour-là, seulement 6 policiers sont disponibles. Et les membres du gang sont 5 et ils sont prêts à tout. Et en Corée, il y a une règle de police qui est très claire, il faut au minimum 2 policiers pour arrêter un individu. Mais le risque que le gang fasse plus de victimes est tellement grand que les policiers décident quand même d'intervenir, en sachant qu'il n'y a que 2 issues possibles, réussir à les arrêter ou se faire tuer. Guidés par Lee Hyojin, ils se mettent en route jusqu'à leur planque, la fameuse maison rose et bleue. Lee Hyojin est assise à l'arrière de la voiture, complètement paniquée à l'idée d'y retourner. Elle se dit qu'ils vont se faire massacrer et qu'elle aurait mieux fait de s'enfuir et d'en parler à personne. Mais la police insiste, elle doit être présente pour identifier précisément tous les membres du clan. C'est la fin de journée et la police arrive devant la petite maison colorée. Sauf qu'ils peuvent pas intervenir comme ça. Les membres du clan Shijeon doivent savoir que Lee Hyojin s'est enfui et ils s'attendent forcément à l'arrivée de la police. Ils sont même sûrement prêts à tirer. Alors les policiers décident d'attendre. Ils garent leur voiture à un endroit où ils peuvent observer la planque sans se faire voir et attendent toute la nuit. Au petit matin, ils remarquent enfin du mouvement. Une des voitures sort de la planque et c'est Kang Dong-eun, un des membres du gang, qui est seul au volant de la voiture. Immédiatement, ils le suivent et l'arrêtent. Et ils ont de la chance parce qu'il oppose aucune résistance. Il reste donc plus que 4 membres du groupe à arrêter. Et il faut trouver un moyen de les faire sortir de leur planque. Et c'est là que les policiers décident de tenter quelque chose de vraiment risqué. Ils amènent Kang Dong-eun au commissariat le plus proche et appellent sur le téléphone fixe de la planque du gang. Ils disent que Kang Dong-eun a subi un grave accident de voiture, qu'il est blessé et qu'il faut que l'un d'entre eux vienne au plus vite pour l'amener à l'hôpital. Et quelques minutes plus tard, c'est Moon Sang-rok et Kim Yong-yang qui arrivent au commissariat, persuadés qu'on leur a dit la vérité. Sauf qu'ils viennent de tomber dans le piège de la police et ils se font arrêter à leur tour. Il reste alors plus que 2 membres du gang en liberté. C'est suffisant pour que la police décide d'intervenir dans leur planque et ils trouvent les 2 membres restants qui se rendent sans opposer la moindre résistance. Ça y est, c'est terminé, tous les membres du clan Shijeon se sont fait arrêter. Par contre, ce qui est vraiment surprenant, c'est que les membres du gang savaient que Lee Hyojin s'était évadé et donc que la police allait arriver tôt ou tard. Mais aucun d'entre eux n'a essayé de s'enfuir, de se cacher ou même de se défendre. Une fois entre les mains de la police, tous les membres du gang vont assumer leurs actes. Ils disent toute la vérité. On organise alors des reconstitutions où ils montrent à la police et aux médias ce qu'ils ont fait précisément et où est-ce qu'ils ont caché le corps de leurs victimes. Et en passant à la télé, leur crime choque toute la Corée du Sud. Et l'affaire est extrêmement médiatisée, vous vous en doutez bien. Les membres du gang vont en profiter pour défendre leurs idéaux de justice sociale et leur haine des riches. 나 진짜 죽일 사람 따로 있었는데 몽뚱한 사람만 죽인 것 같아. 못 죽였어 누구를? 죽이고 싶었는데. 잘났는데. 서울에 잘 살고 뭐 멋부리는 놈들 그런 놈들이 우리 이렇게 만들어놓고 계속 그런 식으로 나간다면 또 우리 같은 형제들이 또 가만 안 놔둘 거고. 돈 없는 무시한 것, 압구정대 야타족들 내 손에 못 죽여서 시작도 못하고 간 게 한이 되고. 정말 죽일 사람 못 죽여서 한이 맺혀. 더 많은 사람 못 죽여서. Au total, le gang Shijeon aura fait 5 victimes. Une jeune fille qui passait dans la rue, un de leurs amis qui était tout aussi pauvre qu'eux, un musicien qui avait du mal à boucler les fins de mois, et un couple d'une 50aine d'années, les chefs d'une petite entreprise, qui était né dans la pauvreté. Contrairement à ce qu'ils voulaient, les membres du clan Shijeon n'ont jamais tué de personnes fortunées qui méprisaient les plus démunis. Alors la justice sera sans appel et chacun des membres du clan sera condamné à mort. 30 ans ont passé depuis ces événements et aujourd'hui, Lee Hyojin demeure encore profondément marquée par ce qui lui est arrivé. Elle suit un traitement médical lourd sans lequel elle n'aurait pas la force de vivre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu.